Bonjour à tous, aujourd'hui top 10 des séries des années 80. Donc on va vous présenter deux top 10, mon top 10, ainsi que Greg de son côté va nous présenter son top 10 à lui. Je vous propose qu'on commence tout de suite par le numéro 10. Alors je suis poli et courtois, donc Greg. Ok. Alors, juste un petit point, j'en profite. Il y a des chances que Vianney ait des choses un peu plus classiques que j'aurais vues et que certainement aurait pu être dans mon classement, mais j'ai un peu cherché des trucs un peu plus, des éléments un peu plus originaux. Donc, on verra après, mais voilà. Donc, mon numéro 10, c'est une série qui s'appelait Super Minds, qui était en fait une série sur des super-héros. En fait, c'est un groupe de personnes qui travaillent, un scientifique qui travaille dans un laboratoire, qui fait une équipe avec des personnes qui ont des pouvoirs pour bloquer les expériences d'une grande compagnie. Voilà. Et donc, c'est une série dont, pour la petite histoire, le rôle principal c'était le fils de Dean Martin. Et en fait, la série avait qu'une saison et le fils de Dean Martin est mort l'année d'après. Voilà, donc de toute façon, même s'il a voulu faire une deuxième saison, il n'y aura pas eu de deuxième saison. Voilà, donc ça sera mon numéro 10. Ok, bah écoute, je connaissais de nom, mais je crois que j'ai jamais vu et il n'y a eu qu'une saison, c'est ça? Il n'y a eu qu'une saison, et aussi, juste un petit détail, dans les rôles principaux, il y a aussi Courtney Cox, donc de Friends. Voilà. C'est pour ça que ça me parlait. Alors quant à moi, mon top 10 va être plus dans l'émotion, parce que c'est une série que je regardais étant petit, et cette série, c'est Ricky ou la belle vie. Que j'aimais beaucoup aussi. Ah bon, t'aimais? Ben, enfin, l'histoire est quand même sympa. Bah, c'est l'histoire d'un petit gamin qui s'appelle Ricky, dont les parents sont séparés, et sa mère veut le mettre dans une école militaire. Et le père de ce Ricky, quant à lui, est un milliardaire, enfin qui est quelqu'un qui est devenu milliardaire en créant des jouets. Alors tout à fait logiquement, le petit Ricky ne veut pas aller dans une école militaire et il fait tout pour, il y arrive en partie, selon ma mémoire, à vivre avec son père, qui est un créateur de jouets. Donc, moi, je fantasmais quand j'étais petit sur un espèce de petit train qu'il avait dans la maison et qui lui permettait de se balader au sein de la maison. Juste, du coup, je rajoute un truc, je me permets. Pour info, dans cette série, il y a eu l'apparition, entre autres, de Jason Bateman, voilà, qui est devenu après nettement plus connu, et qui déjà enfant faisait des séries comme La petite maison dans la prairie, ce genre de choses. Merci pour l'info. Bah, grand fan de Jason Batman aussi. Série numéro 9. Alors, numéro 9, moi, ça s'appelait La malédiction du loup-garou. C'est en fait, comme le titre l'indique, une histoire de loup-garou. Donc c'était une série un peu d'horreur d'un personnage qui s'était fait mordre, qui essaie de retrouver la personne qui l'a mordu et qui en même temps est pourchassé par, je crois, un policier ou quelque chose comme ça, qui veut la battre, ou un chasseur de primes plutôt, qui veut la battre. Voilà, c'est une série qui a pas été très longue. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais elle n'a pas été très longue. Elle n'a pas été très connue, mais à l'époque, elle m'avait marqué parce que déjà je commençais à m'intéresser aux films d'horreur et du coup, voilà, c'était premier pas un peu vers des films d'horreur. C'était une série qui était pour quelle tranche d'âge environ? Bah, je pense que quand je l'ai vu, je devais être trop petit. Je pense que début d'adolescence, parce que de mémoire, le loup-garou était un peu flippant quand même. Les passages un peu flippants, donc pas trop enfant, on va dire jeune ado peut-être. Ok. Après, c'est une série voilà, qui est assez loin dans ma mémoire. Je sais qu'elle m'avait marqué, mais elle est assez loin, donc j'avoue que ça se trouve, si je la voyais maintenant, je me dirais c'est un peu pété, mais elle m'avait marqué. Ouais, mais je pense que ce sera le cas pour une petite partie des séries en tout cas que moi j'ai listées. C'est vraiment la mémoire et l'émotion qui jouent. Donc moi, ma série numéro 9, c'est aussi un monstre, mais c'est plutôt gentillet. C'est Alf. Ah oui. Bon, la série, je pense que, bon, même si vous connaissez, c'est simplement l'histoire d'un extraterrestre enfin, dont son vaisseau tombe au milieu du salon de la maison d'une famille américaine moyenne. Et du coup, voilà, le personnage s'appelle Alf. Et c'est le dernier survivant d'une de ces planètes. Et du coup, il bouleverse un peu la vie de la famille chez qui il est tombé. Donc moi j'ai de bons souvenirs de cette série
Et Alf était le précurseur des kebabs, je crois, parce qu'il adorait les chats. C'est ça, oui. Il essayait continuellement de manger le chat de la famille. Et on a entendu parler il y a quelques années du destin tragique de celui qui joue le père de Alf, qui a eu une fin de vie, on va dire, qui est assez tragique. Mais je vous laisserai chercher sur Google. À toi pour le numéro 8, Greg. Alors, le numéro 8 s'appelait Le Voyageur. En anglais, c'est The Hitchhiker. Je dois très mal prononcer, mais c'est pas grave. Et en fait, c'est une série qui avait comme fil conducteur un autostoppeur. Mais en fait, à chaque épisode, l'autostoppeur était pris en voiture et racontait une histoire qui était en général entre une histoire policière et une histoire fantastique. Donc en fait, c'était différentes histoires qui étaient racontées par cet autostoppeur. Ok. Numéro 8, moi, c'était Riptide. Ah Donc, oui. on reste dans le classique. Et c'est une série que j'appréciais beaucoup, même si j'ai pas suivi toute la série. Je sais même pas combien de saisons il y a eu. Mais je sais qu'il y a une particularité sur les séries qu'on regardait dans les années 80, c'est que on avait l'impression souvent qu'il y avait beaucoup de saisons, beaucoup d'épisodes, et quand on regarde après, on se rend compte souvent que généralement les séries qui étaient diffusées le plus, elles n'avaient pas beaucoup d'épisodes. Donc moi, ce que j'aimais bien, c'était tous les trois héros, c'est-à-dire deux anciens vétérans du Vietnam qui ouvrent une agence de détectives privés avec un espèce de petit génie qui a créé un robot. Donc les histoires étaient plutôt classiques, mais les souvenirs que j'en ai sont très bons. Donc J'aimais beaucoup aussi, donc je me permets, il y avait un excellent trio. Le trio fonctionnait super bien. Et le générique, comme souvent à l'époque, était très très bien. Était très bon. c'est vrai, C'est des génériques très fun avec de la musique qui bouge bien et tout. tout à fait. On passe au numéro 7. Greg, ton numéro 7. Le numéro 7, moi, c'est les Fraggle Rocks. Alors, c'est fait avec des marionnettes. Et en fait, c'était basique. C'était l'histoire de petites créatures qui, en fait, passaient leur temps, étaient un peu cachés et passaient leur temps à s'amuser. Après, c'est des petites histoires. Et ils vivaient aussi à côté de grosses créatures géantes gorks qui voulaient régulièrement les attraper. C'était un truc assez enfantin, mais assez speed, par les créateurs donc, du Muppet Show. Donc, on était un peu dans un humour un peu dans le même genre que le Muppet Show, assez speed et tout. Et j'aimais bien ça. C'était assez sympa. Ok, ok, ok. Mais moi, j'ai jamais regardé, j'ai vu que des extraits. Et ça me faisait peut-être un peu peur, je crois. Et c'était un peu bizarre. Ça pourrait paraître un peu bizarre. Après, moi, j'ai très jeune, de par des films comme Labyrinthe, qui a été fait aussi, enfin, travaillé avec Jim Henson, ou Dark Crystal. J'ai très jeune été attiré par les films avec des marionnettes, en fait, et par le monde un peu que faisait Jim Henson. Et donc, du coup, la continuité, c'était que je regarde Fraggle Rock. Ok, alors moi, mon numéro 7 va te faire plaisir, Greg. Parce qu'il s'agit de Shérif, fais-moi peur. Ouais. Donc, c'est une série dont à l'époque, j'avais pas tilté un petit peu, mais c'est vraiment une série sur l'Amérique profonde. Et j'avoue que cette série m'a fasciné et le monde un peu de l'Amérique white trash me fascine toujours, car vraiment inconnu. Enfin, pour nous en tant que Français, c'est vrai que le côté, on a les côtés les États-Unis avec les buildings, les trucs comme ça, et le côté Amérique profonde qu'on retrouve dans des films d'horreur, notamment, je sais pas, Massacre à la tronçonneuse, quoi. Et c'est vrai que Ouais. quand tu regardes Shérif, fais-moi peur, qui est c'est l'histoire d'une famille d'Américains vraiment qui vivent en Géorgie, je crois. Ouais, en Géorgie. Et qui vivent leur vie, entre guillemets. Il n'y a pas j'ai pas l'impression qu'il y ait d'intrigue principale, mais c'est une famille qui est problématique vis-à-vis des forces de l'ordre. Et en fait, c'est surtout cette rivalité entre la famille et le shérif local qu'on voit dans les épisodes. En fait, je trouve on pourrait rapprocher à d'autres choses, enfin, à d'autres séries. Je trouve qu'il y a un côté un peu, alors laisse-moi aller jusqu'au bout, hein. Mais il y a un petit côté Zorro dans le sens où ils sont un peu toujours poursuivis par le même policier un peu drôle, comme Zorro avec je sais plus comment il s'appelait, celui qui poursuit Zorro tout le temps. Et là, c'est pareil, on a un shérif et son adjoint qui les poursuivent tout le temps. Et surtout, je trouve que c'est une série qui pourrait même être mise en parallèle avec L'Homme qui tombe à pic. Où on est vraiment très proche. On est vraiment dans le même esprit, je trouve. On a un duo, on a une fille super jolie, il y a de la cascade. On est très proche de L'Homme qui tombe à pic, en fait. Et voilà.
Et en effet, c'est vraiment l'Amérique profonde parce que déjà, ils ont le drapeau, Confédéré. confédéré sur la voiture déjà. Donc voilà. Et ouais, j'aimais beaucoup aussi. Et puis petit conseil pour une série du même genre, mais enfin pas du même genre, mais qui touche aussi à l'Amérique profonde et que moi j'ai apprécié beaucoup et qui date plus des années 2000, c'est My Name is Earl, qui est une bonne série et qui est agréable à regarder aussi. Et qui est un peu dans le même, on va dire le même environnement, mais plutôt dans les années 2000. On va passer à ton numéro 6, Greg. Alors, mon numéro 6, ce sera la série La Belle et la Bête, avec Linda Hamilton et Ron Perlman. Ron Perlman qu'on ne reconnaît pas dans la série parce qu'il est, maquillé. C'est une espèce d'homme avec un visage un peu de lion. Et en fait, c'est l'histoire d'une avocate, si je me souviens bien, qui est sauvée au début par ce personnage en fait qui a une tête d'animal et qui vit sous terre avec tout un clan. En fait, c'est que des gens qui vivent sous terre. Et en fait, après les histoires, enfin, il y a une histoire d'amour entre eux qui suit un peu le fil des saisons ou de la saison, parce que je sais pas s'il y en a beaucoup. Et en fait, régulièrement, elle, en tant qu'avocate, elle est sur des affaires, sur des choses comme ça, et lui et son clan, donc caché dans les égouts de New York, l'aident en fait à résoudre les différents problèmes qu'elle peut rencontrer. Ok, ben merci. Moi, tu vas rire, mais c'est l'amour du risque. J'adorais. C'est J'adorais vrai. le générique. Ouais. J'adorais le Ouais. générique. Le générique, le fait qu'on se souvienne du générique déjà, voilà, c'est que c'était assez marquant. Et quant à l'histoire en elle-même, je t'avoue que si je revoyais un épisode, peut-être que je trouverais ça naze. Mais j'aimais bien le principe voilà, d'un couple qui menait des enquêtes, etc. Donc voilà, je pense que rien que le générique, effectivement, je trouve, mérite la sixième place sur mon top. C'était un truc assez frais, un peu de détective, un peu comme on pouvait avoir aussi Magnum ou des choses comme ça. Donc c'était très sympa. Mais là, c'était un couple, donc c'était bien, ça changeait un peu. On va passer à ta série numéro 5. Alors, ma série numéro 5 revient sur les marionnettes et sur Jim Henson, puisque c'est Monstres et Merveilles. Et Monstres et Merveilles, en fait, c'est des contes qui sont... En fait, à chaque épisode, c'est un vieil homme joué par John Hurt et son chien devant sa cheminée et qui commence à raconter des contes, divers contes, bon, certains qu'on connaît, d'autres non, et où il y a des acteurs humains et dès qu'il y a des monstres, ce genre de choses, c'est en général travaillé par l'équipe de Jim Henson, donc souvent des marionnettes. Et voilà, et c'est une série qui m'avait marqué. De toute façon, j'ai dit, hein, j'étais très fan de tout ce qui était assez marionnette et tout, et du travail de Jim Henson, donc c'est quelque chose qui m'a marqué. Et là encore, chaque épisode, c'est un nouveau conte et une nouvelle histoire. Bah ça, tu vois, ça me donne bien envie de regarder. Je sais pas, est-ce que tu as eu l'occasion de revoir, de voir un peu à quoi ça En ressemblait? fait, je les ai achetés. J'ai acheté trois DVD. Et du coup, je trouve que ça a son charme, mais ça a méchamment vieilli, on va pas se mentir. Moi, je trouve que ça a un certain charme. Voilà. Après, la qualité d'image n'est pas fabuleuse, par contre. Mais ça a son charme. Et à l'époque, il y avait des personnes qui, par la suite, ont été connues. Il y a, par exemple, sur le premier épisode, c'est Anthony Minghella qui réalise, et c'est le réalisateur du Patient anglais. Ok. Donc, qui, par la suite, voilà, était quand même... et je trouve qu'il y a, ouais, moi, je trouve qu'il y a un certain charme. Après, peut-être qu'il y en a qui vont trouver que c'est extrêmement vieux, et voilà. Mais de toute façon, tout ce qui est marionnette de l'époque Jim Henson, je trouve que ça garde un charme. Donc, donc c'est à voir. À voir. Du coup, je me le note dans un coin. Ça m'intéresse bien. Donc ça, c'était ton numéro 5, c'est ça? 5. Ouais. Et alors moi, je vais être dans la contre-originalité, mais c'est une série qui m'a pas traumatisé, mais qui m'a marqué, même s'il n'y a eu qu'une saison, c'est Manimal. Ah oui, oui, pareil. Alors, pareil, je me souviens que d'une chose. Alors, le générique, je m'en souviens pas. Je me souviens que des scènes de transformation devant lesquelles je scotchais quand je regardais le truc. Et voilà, c'est une série qui m'a marqué. Et je pense que si je regardais aujourd'hui, je pense que tout ce qui est autour des transformations, je trouve ça peut-être pas top, mais bon. Alors, je pense qu'il y a un truc qui resterait bien, et je trouve que c'est un truc qui revient sur beaucoup de séries des années 80, c'est le casting. Parce que de mémoire, le trio fonctionne bien. Il y a deux gars et une fille. Et c'était des acteurs qui étaient pas mal, ça fonctionnait bien. Ça, je pense que même en revoyant maintenant, les acteurs restent quand même pas mal, je pense. Après, en effet, les effets spéciaux sont un peu douteux.
Mais moi j'étais fan aussi, et c'est vrai qu'on n'attendait qu'une chose, c'était la transformation du personnage. Même s'il se transformait globalement à peu près toujours pareil, hein, c'était en aigle, en panthère, Ouais, c'est ça. Et un je sais pas troisième, je quoi. crois. Peut-être Ouais, je sais plus. un. Ouais, non, je sais plus. Je sais plus. Et pour la petite blague, cette série, moi, j'ai passé mon temps à me dire, j'adore, mais je tombe toujours sur les mêmes épisodes. Et en fait, tu disais qu'il n'y avait qu'une série, mais c'est presque pire, il n'y avait que 8 épisodes en D'accord, fait. une saison de 8 épisodes et le truc a dû C'est être ça. arrêté. Et je pense que. Je sais plus quelle chaîne le diffusait. TF1 peut-être ou. Je sais plus du tout, Mais ça. il devait le passer en boucle. C'est-à-dire il devait mettre un repeat à la fin de chaque 8 épisodes. Et c'est effectivement ça tournait un peu en boucle. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et c'est marrant parce que je crois qu'elle est quand même restée culte alors qu'elle a eu que 8 Hum, épisodes, hum, quoi. hum. Ils l'ont arrêté tout de suite. Ta série numéro 4, Greg. Alors, moi, la série numéro 4, c'est que j'ai pas de bêtises, les années collège. Voilà. Qui est, si je ne me trompe pas, une série canadienne. C'était une série pour ados, jeunes ados, qui parlait d'élèves d'un collège. Mais ce qui était un peu différent avec cette série, c'est qu'elle abordait des sujets qui étaient un peu plus trash, un peu plus compliqués. Des adolescentes enceintes, ça parlait un peu de drogue, ça parlait de mémoire, je crois que c'est pas de suicide, de la mort d'un élève, la façon dont les autres élèves gèrent. C'était une série qui paraissait assez réaliste sur le fond, mais pas toujours très joyeuse, voire des fois très glauque. Mais voilà, elle m'a marqué parce paraissait moins bébête que d'autres séries pour ados. Et ils en ont fait une suite, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, où apparemment certains personnages reviennent et ont leurs enfants du coup dans la série, mais j'ai pas vu du tout, donc je sais pas ce que ça vaut. Mais donc je pense que s'ils l'ont fait revenir 20 ou je sais pas 30 ans plus tard, c'est qu'elle a bien été aussi, c'est bien une série qui est restée culte. Hum. Voilà. Ok, bah moi je l'ai trouvé un peu trop Sombre. sombre, ouais. Un peu trop trash à mon goût. Et ma série numéro 4, c'est ça, on est au numéro 4. Ouais. C'est Marier deux enfants. Ok. Marier deux enfants. Là pour l'instant, on n'a pas de collision de série entre nous deux. Non, Ouais, aucune, je pense. aucune collision. Même en fait, même si globalement ce que tu mets, j'avoue que ce que tu mets dans ta liste, j'aurais fait un top 20, hein, c'était dedans, Hmm. quoi. Parce que globalement, c'est des trucs que je regardais beaucoup et que j'aimais beaucoup. Donc. Donc, bah, marier deux enfants, je pense que tout le monde connaît. Là, ce qui me plaisait beaucoup dans cette série, c'est le côté middle. C'est-à-dire, on était sur l'Amérique profonde euh, avec, euh, avec Shérif Fais-moi peur. Là, on est plus dans l'Amérique moyenne. Bah, un peu comme Malcolm. Malcolm, le même principe que Malcolm, la même série que la série The Middle également. On est sur une famille d'Américains moyens, alors peut-être plus moyen moins que moyen plus, et voilà, sur une famille un peu normale américaine, mais qui peut paraître dysfonctionnelle. C'est un peu beau, c'est un peu trash, mais enfin pareil, le casting est top. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus. Si toi t'as quelque chose à ajouter. Non, j'allais dire juste au niveau du casting, il y a Kate Sagal qui joue la mère que les gens ont vu dans Son of Anarchy. Et il y a Ed O'Neill qui est aussi dans la série dont j'ai oublié le nom. Modern Tu vas peut-être Family, m'aider. non? Modern Ouais. Family, voilà, qui est aussi dans Modern Family. Voilà. Sinon, dans le même genre, à l'époque, il y avait Roseanne. Voilà, Mm. parce que tu as parlé de Malcolm et de Middle. Et à l'époque de Marier deux enfants, il y avait Roseanne qui était un peu pareil, avec John Goodman, où on retrouve aussi une famille comme ça, un peu middle class. Ok, donc là on rentre dans le top 3. Donc ton numéro 3, Greg. Alors, mon numéro 3, je reviens sur quelque chose comment dire, avec des histoires différentes sur les épisodes, c'est Histoire Fantastique, qui en fait avait été créé par Steven Spielberg et Robert Zemeckis. Et donc, comme le dit le titre, c'est différentes histoires sur le thème du fantastique. Et je trouvais, dès les premiers épisodes, j'ai tout de suite accroché. J'avais beaucoup accroché sur un des premiers épisodes qui était un aviateur pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne dis pas de bêtises, et qui est dessinateur et qui, voilà, avec différentes choses, va s'aider de son dessin pour s'en sortir. Et j'ai vite accroché. Il y a cette patte un peu. Il y a la patte Spielberg et Zemeckis, donc ça reste quand même des choses assez douces et assez qui font pas mal rêver aussi. Et donc voilà, c'est mon troisième du coup. Ok, mais j'en ai des souvenirs aussi, il faudrait que je re-regarde, parce que j'en avais gardé des bons souvenirs. Mon numéro 3,
c'était un bon souvenir que j'ai gardé, et tout comme mon numéro 2 aussi, parce que c'est un peu dans le même esprit. Mon numéro 3, c'est Madame est servie. Parce que c'était la série que je regardais le soir. Alors je me demande si ça passait pas 19h ou 20h. Ça passait à Ouais, 20h, parce qu'à 20h30 c'était fini et j'allais me coucher. voilà, bah voilà. Ok. Donc ça passait de 20h à 20h30, et moi je passais toujours un bon moment, effectivement, et c'était... voilà. Rien à dire si, comment il s'appelle, Tony Danza. Tony Danza, qu'on connaissait également par la série Chips. Non, Non. non, c'est Eric Estrada dans Oups. Chips. On coupera. C'est Eric Estrada. Ouais. Tony Non, Danza par qu'on contre, connaissait dans quoi alors? Dans rien? dans pas Ok. grand-chose. Si, non, en fait, il a été connu dans une série aux États-Unis, mais qui a pas trop marché ici. Ah Donc, d'accord. par contre, Alissa Milano. voilà, Alyssa Milano. Ouais. Alors Tony Danza Classique. qu'on ne connaissait pas du tout, mais Alissa Milano effectivement qu'on voyait toute jeune. Et pareil, je trouve que ça fonctionnait bien. Si on était dans c'est du sitcom quoi, hein. Ouais, et d'ailleurs, si j'avais pas voulu faire un peu dans l'originalité, ça aurait été dans mon top 3 certainement, parce que voilà, ça m'avait marqué, j'étais un grand fan de cette série. Et avec le recul, parce qu'à l'époque je m'en foutais, mais c'était une série qui était assez en avance sur son temps. Parce que pour rappel, c'était une femme riche qui avait un très bon travail, et qui prenait à son service un homme pour faire le ménage chez elle, homme célibataire qui élevait sa fille. Et la femme qui avait pas mal d'argent et qui avait un très bon travail, vivait plus ou moins avec sa propre mère qui était célibataire, qui avait la soixantaine passée et qui passait son temps à draguer et ramener des petits jeunes à la maison. Donc on était quand même sur quelque chose de hyper moderne quand même sur les Et personnages. qui n'a pas fait de scandale à l'époque du tout. Ça Non, paraissait tout et à fait normal, ou peut-être qu'on se disait c'est comme ça que ça se passe aux États-Unis, hein. bah non, mais peut-être aussi qu'il y avait personne pour nous faire du bourrage de crâne en fait. On regardait, du coup ça passait très bien, et il n'y a pas besoin de te faire de leçons dessus, de te réexpliquer, de dire il faut faire ci, il faut faire ça. Mm. Voilà, ça passait tout seul et c'était très bien. Et du coup, bah, tu regardes la série, t'es gamin, tu te dis, bah, en tant que mec, si je dois travailler pour élever ma fille et que le seul truc que j'ai à faire c'est faire le ménage, bah, je ferai le ménage en fait, on s'en fout. Mais voilà, ça restait. Mais bon, c'était très moderne. Mais c'était cool, c'était drôle. Ton numéro 2, Greg. Ah, mon numéro 2 c'est Les années coup de cœur, qui est aussi sur ce qui se passe à peu près à l'époque du Vietnam, la guerre du Vietnam. Je m'en souviens parce qu'il y a le grand frère du héros qui est au Vietnam. Et c'est sur c'est l'histoire d'un gamin à l'époque avec ses amis et sa famille, avec un générique culte avec Joe Cooker qui chante sur le générique. Et le générique et la chanson de Joe Cooker m'ont énormément marqué. Et ça m'a fait souvent revenir sur la série. Et la série avait une certaine douceur, quelque chose marrant. C'est marrant, quelque chose qui crée presque une nostalgie. Alors que, bon, bah voilà, j'avoue, j'étais pas né à l'époque de la guerre du Vietnam, mais ça crée comme une nostalgie, et on a envie de vivre à cette époque et d'être, voilà, d'avoir ces amis-là. Et pour la petite histoire, j'ai pas vérifié, mais je vais mettre ma main à couper que le copain du héros a inspiré les dessinateurs de Simpson pour faire Milouz. C'est obligé. Ah oui, C'est la même tête, c'est la même oui, tête, c'est obligé, oui, c'est c'est vrai, Milouz. c'est vrai. C'est obligé. Donc voilà, c'est mon deuxième, c'est ça, les années coup de Ouais, cœur. c'est très bonne série, très bonne série. Effectivement, le générique, l'ambiance de la série était superbe. C'était super aussi, j'en garde des très très bons souvenirs. Mon numéro 2, pareil, une série tout comme mon numéro 3, le Cosby Show. Le Cosby Show, parce que de la même façon, je regardais comme Madame est servie régulièrement les épisodes. Je trouvais que ça fonctionnait bien. Bill Cosby était très bon. Donc voilà, c'est une série, je pense, qui est restée dans la mémoire de beaucoup de gens, donc, et dont dans la mienne. Bah, pour le coup, j'étais aussi assez fan. Je préférais Madame est servie, j'explique aussi pourquoi je fais la comparaison, mais en fait, je regardais le Cosby Show qui était entre 20 et 20h30, pareil, comme je disais tout à l'heure. Après, c'était au lit. Et le jour où j'ai appris qu'ils arrêtaient le Cosby Show, j'étais dégoûté. Et en fait, ils ont dit une nouvelle série va remplacer le Cosby Show, ça s'appelle Madame est servie. Et finalement, bah, j'ai un peu oublié le Cosby Show et j'ai adoré Madame est servie. Mais les deux ont été en fait à un moment, l'un a remplacé l'autre en fait. Et le Cosby Show était un peu avant.
Et c'est vrai que c'était plutôt drôle. Les acteurs, bah, toujours un très bon casting, hein. Et Bill Cosby était drôle. À l'époque, il était drôle. Ah oui, donc sa fin de carrière n'était pas dans le même état d'esprit, quoi. Non, mais je pense qu'il a fait quand même beaucoup, par contre, pour les Afro-Américains, hein, au niveau des séries télé et tout ça. Après, bon, malheureusement, voilà, mais en tout cas, sa série était cool. On arrive au numéro 1, si je me trompe pas. Numéro 1, je pense qu'on doit avoir le même. C'est Bon, du coup, on n'en a pas parlé oui, là, mais comme on a déjà parlé de série, je me dis que c'est peut-être le même. probablement. Moi, c'est V. Et ben, moi, c'est V aussi. Voilà. Donc V. Je commence. Oui. Du coup, je te prends la place. Vas-y, Enfin, vas-y, vas-y. je commence. V. Alors V, il faut oublier le remake déjà, qui est sorti il y a pas longtemps, qui était complètement raté. V, il y a une double lecture. Quand j'étais gamin, j'adorais V. Parce que il y avait des extraterrestres, il y avait de l'action. Voilà, c'était cool. Il y avait des effets spéciaux que je trouvais cool à l'époque. Bon, qu'on vachement vieilli, mais bon, voilà, à l'époque, c'était cool. Et après, je l'ai revu la série en me disant, bah, comme j'aimais bien cette série quand j'étais gamin, je vais la revoir. Et la deuxième lecture, j'ai eu en étant plus vieux et en voyant tous les parallèles qui sont faits avec la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, la série est encore plus intelligente. C'est-à-dire qu'elle était, à l'époque, elle était très divertissante, mais en fait, en voyant avec le recul, je me rends compte qu'en plus d'être divertissante, elle était intéressante par rapport à tout ce parallèle qu'ils font avec la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc V, ce sera pour moi le top. Et même, je l'ai acheté d'ailleurs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et je pense que je la reverrai peut-être dans pas longtemps parce que c'est une série qui est très intelligente et très bien écrite. Qui après a vieilli visuellement bien évidemment, mais voilà, le fond de la série est vraiment bien. Ah, il y a quand même des scènes qui restent bien en tête, même si en termes d'effets visuels, c'est pas Mmh. top. Bah, c'est un peu comme, c'est un peu, si on prend un parallèle, c'est un peu comme le premier Alien avec Mmh. la scène du repas. Moi, malgré tout, quand je vois, parce que je l'ai vu aussi il y a quelques années, mais il y a pas très longtemps non plus, je trouve que ça fonctionne quand même, quoi. Ça fonctionne quand même. Ouais, mais en fait, c'est le conseil que je donnerais aux gens, même pour le cinéma, pour les films anciens. Euh, Vous savez, il y a un moment, vous savez que les effets spéciaux seront moins bien. On le sait. Il n'y a pas besoin de voir le truc, on le sait. Donc, il faut se le mettre dans la tête. On sait que les effets spéciaux seront moins bien. Après, ce qu'il faut voir, c'est la situation, en fait. La scène, la façon dont la scène est faite, ce que la scène raconte. Et en effet, dans V, à partir du moment où on ne fait pas un blocage sur est-ce que les effets spéciaux sont magnifiques ou pas, les situations, il y a des scènes qui sont vraiment marquantes, ouais. Ouais, bah écoute, pas mieux que toi, sachant que j'ai repris un peu la chronologie de la série, en mettant de côté le remake qui était vraiment nul. Euh, de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a eu, on va dire, une sorte de mini-série avec deux épisodes qui durent 1h40 chacun. Il y a eu une suite de trois épisodes qui durent 1h30 chacun. Et Mm. ensuite, il y a eu ce qu'ils appellent la bataille finale qui est sortie peut-être un an plus tard. Non, pas du tout. La série qui est sortie avec 19 épisodes de 50 minutes. Et en fait, tout se suit. Il y a entre la série de base, on va dire, enfin les deux épisodes assez longs plus les quelques épisodes après, et après ce que tu disais, la deuxième saison, on va dire, il y a un espèce de fil conducteur, il y a un personnage au moins, il y a un personnage qui fait le lien entre les deux. Et du coup, ça se suit c'est juste qu'on est à peu près de mémoire, on doit être 16-17 ans après. Hmm. Quelque chose comme ça, je crois. Ou peut-être moins. Mais en tout cas, on est plusieurs années après et il y a un personnage qu'on voit qui fait le lien entre les deux. Donc ça se suit vraiment, ouais. Hmm. Mais très bonne série, je vous conseille de la regarder, de Ouais. vous intéresser au moins aux premières parties. Et la série qui est sortie derrière est dans le même esprit. Et, moi, je me souviens une scène qui m'avait à moitié traumatisé, c'est une scène d'accouchement. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Celle-ci qui est à mon avis, visuellement, qui est pas folle, Ouais, mais en fait, elle est quand même, elle est marquante et l'idée est ouais, marquante en ouais. fait. Et pour les fans de films d'horreur, il y a Robert Englund quand même, Oui, connu, le Freddy, le vrai le Freddy, vrai Freddy. qui du coup joue dedans et joue un rôle qui est à peu près à l'opposé de Freddy, Hmm. puisqu'il joue un gars très gentil. Et voilà. Donc c'est une excellente série à Oui, et voir. puis pareil, casting super. Enfin, il y a, Pas avec des grands acteurs de il y l'époque en a- plus, hein, on voit mais aussi, il y a Michael Ironside qu'on voit ouais, il y aussi. a Michael Ouais. Ironside, ouais, mais je sais pas s'il était déjà hyper connu, hein. Non, mais Mais en tout cas en termes d'acteurs corrects, etc. Les marques,
Marc, alors je sais pas si on dit Singer ou Singer ou Marc Singer. Singer. Marc Singer qui lui avait fait un espèce de mauvais dérivé de Conan le Barbare qui s'appelait Dar l'Invincible. Donc il n'avait pas fait grand-chose du coup. Mais il était bien, Jacques Quentin, un héros qui s'appelle Dar, c'est que c'est mal barré. Mais Invincible, attention. Okay. Oui, c'est pas un film porno, je précise. Parce qu'on pourrait croire comme ça. Donc voilà pour notre top 10, nos top 10 respectifs. Ce que vous pouvez faire, et ça nous intéresse, mettez vos 10 séries des années 80, votre top 10 des 10 séries des années 80, pour éventuellement qu'on échange plus tard. Je sais qu'on en a oublié probablement plein. On en a zappé. Oui. Alors, je sais pas. Déjà, en étant obligé de faire un top 10, déjà c'est compliqué, j'en avais encore plein d'autres en tête. Donc l'occasion, peut-être lors d'un live, on aura l'occasion d'en parler. Puis on parlera des séries qu'on n'a pas évoquées. En attendant, n'hésitez pas à mettre votre top 10 en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à nous mettre un pouce si ça vous a plu. Un pouce aussi si ça vous a plu. Et si ça vous a pas plu, vous mettez un pouce également. Voilà, je vous propose. Vous avez le choix, quoi. Voilà, on a toujours le choix. Bon, sur ce, à bientôt. Et puis, on reviendra avec le top 10 des séries des années 90. À bientôt. Salut Greg. À bientôt. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.